Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres, l'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anahata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin. Car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi. Alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maïka, qui vient nous raconter le don qu'elle a fait, le don de l'amour, comme elle dit. Elle a décidé de donner ses ovocytes pour permettre à des couples et à des femmes d'enfin pouvoir réaliser leur rêve de peut-être un jour avoir un enfant. J'ai trouvé ça magnifique et je trouvais très triste de savoir que j'étais la seule à avoir entendu son discours et son parcours. Et puis j'étais aussi un peu en colère de me dire que, en fait, du haut de mes 27 ans, j'avais jamais entendu parler du don d'ovocytes. Et je me suis dit, mince, comment ça se fait ? Parce qu'en gros, réellement, si je veux donner, il me reste 10 ans. Et je voulais surtout inviter Maïka, pas forcément pour vous pousser à donner vos ovocytes, mais juste tout simplement savoir que cela existe. Et aussi mettre peut-être un tout petit peu en lumière tous ces couples qui peuvent être en attente d'avoir un enfant. Je n'ose imaginer à quel point cela doit être difficile. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Et j'espère peut-être que grâce à cet épisode, peut-être quelques femmes pourront réfléchir à ce don-là et peut-être se lancer si jamais le cœur leur en dit. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Maïka et bienvenue sur Anahata Podcast. Bonjour Maïté, merci. Merci à toi d'avoir accepté du coup mon invitation pour venir parler d'un sujet que je trouve vachement important, qui, comme je te l'ai dit en off, je trouve que on n'en parle pas assez et qu'on n'entend jamais parler, surtout par rapport aux femmes plus que par rapport aux hommes. Et du coup, j'étais trop contente que tu acceptes de venir en parler au micro d'Anahata Podcast. Donc, est-ce que ça te dit de te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Ok, pas de problème. Du coup, moi c'est Maïka, je travaille dans le paramédical avant tout et depuis maintenant 2-3 ans, je propose aussi à côté des massages, donc massage tibétain, de la aromathérapie et aussi massage ayurvédique des pieds, et à côté de ça, je suis aussi conseillère en nutrition ayurvédique. Sur le Pays Basque, que je n'ai pas dit, notamment de Saint-Jean-de-Lys. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés parce qu'on vient de la même région. Oui. Et puis on était partis boire un café. C'est ça. Enfin, un thé, plus qu'un café. On se suivait aussi sur un... on se suivait sur Insta, et c'était comme ça. Mais après, je me souviens même plus comment, à ce moment-là, on est venu à parler du fait que tu avais du coup fait un don d'ovocytes. Alors ça, je sais pas. C'est des mystères de la vie, des fois on vient parler certaines choses. Et déjà, moi ce que j'aimais trop, c'est que t'as plein de casquettes. Moi. T'as la casquette paramédicale mais pas que, et je trouve ça toujours trop cool que déjà pour notre propre équilibre on arrive à trouver d'autres spécificités pour être plus heureuse dans notre vie pro. Et du coup voilà, est-ce que tu veux nous parler du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un don d'ovocytes, ou comment t'en avais entendu parler? Alors j'en avais déjà de base, je voulais faire un don, donc j'ai toujours commencé par le don de sang et je me renseignais il y a plusieurs années déjà sur le don de moelle osseuse, tout ça, pour voir comment ça se passait. Et de là je suis tombée sur internet en cherchant sur le don d'ovocytes. Ouais. C'était une idée que j'avais déjà du coup en ayant vu sur internet, en m'ayant informée sur ce don. C'était une idée que j'avais mais que j'avais mis un peu de côté. Ouais. Et dernièrement, je ne sais pas réellement pourquoi, cette idée elle est revenue et je me suis dit, mais c'est vrai, il y a quelques années, j'y pensais déjà, sauf que je n'ai jamais passé le cap parce que je savais très bien qu'il y avait des injections d'hormones à réaliser et j'avais peur de comment mon corps allait réagir par rapport à ces injections. Ouais. Et sur le moment, il y a quelques années, le bénéfice-risque n'était pas au top pour moi. Ouais. Donc du coup, inconsciemment peut-être, mon mental n'a pas voulu à ce moment-là, et là cette idée-là m'est venue l'année dernière, donc de là j'ai commencé à réellement encore plus me renseigner et j'ai sauté le pas pour faire ce don. Ouais.
Et du coup, mais je te comprends parce que moi, je pense que c'est la première barrière qu'on pourrait avoir. C'est justement ce truc-là de se dire, bon, ben voilà, il va y avoir des injections d'hormones. On le voit ou pas, hein. Je sais pas si c'est un reflet que d'Instagram, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui ressentent ce besoin de se libérer des hormones au niveau déjà contraceptif. Même si c'est ok de prendre la pilule contraceptive, mais j'ai l'impression qu'il y a cet élan-là. Et le fait du coup de se dire, ouais, en plus, je vais injecter des hormones pour donner, je trouve ça encore plus beau, moi. Mais c'est drôle, toi, déjà, de te dire, ok, à un moment donné, c'était un peu une barrière un peu limitante, et puis on va savoir pourquoi, un jour, elle a sauté cette barrière, et c'était ok. C'est ça, c'est que même à ce jour, je pourrais pas forcément expliquer pourquoi elle a sauté, mais je pense que le besoin de donner et le besoin de donner de l'amour était encore plus important que voilà, quitte à déséquilibrer mon corps, mais en ayant mes limites aussi et en faisant surtout attention à ne pas trop déséquilibrer mon corps, justement pour pouvoir donner de l'amour. Parce que, enfin voilà, moi je le considère comme ça. Hein. Ah ben complètement. Je pense que s'il y a des couples qui nous écoutent et qui sont en attente de devenir parents, c'est dur, quoi. C'est un parcours qui est pas facile, donc... Qui dure des années. Enfin, faut le dire, pour eux, c'est quelque chose... Et je sais que moi, j'ai envie d'avoir des enfants et j'imagine même pas la souffrance que ça doit être pour ces couples, pour ces femmes, même célibataires maintenant, qui peuvent faire une PMA. Voilà, ça doit être très très dur et je pense que c'est important de le dire parce que c'est leur parcours rempli de stress aussi, c'est des souffrances. Alors peut-être pas pour toutes et tous, mais je pense qu'une grande majorité, quand même, voilà. Je pense aussi. Il y a toujours cette notion de culpabilité. Est-ce que c'est moi qui suis pas capable de... Est-ce que... Enfin, voilà, prendre dans un autre débat des causes de possible infertilité ou de difficulté à tomber enceinte. Mais c'est sûr que... Moi, je sais que j'en ai 2-3 au cabinet qui aimeraient tomber enceinte et qui arrivent pas. Et c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est dur, ouais. Puis surtout, moi, je déteste la phrase quand on dit attendez 1 an et après vous revenez. Ouais. Mais 1 an, c'est tellement long quand on a envie d'avoir un enfant. Enfin, je me mets un peu à leur place, je me dis wow, enfin, c'est long, quoi. Et comment gérer ces 1 an, finalement, d'attente avec au bout sans être sûr d'y arriver. Parce que c'est des parcours, je trouve, et d'autant plus qu'il manque des dons d'ovocytes. Et je crois que... Je me rappelle plus trop, mais il y a environ 800 personnes qui avaient donné en 2019 de femmes, alors qu'il manquerait de triple pour... Enfin, il y a des milliers faciles, quoi. Mais oui, parce qu'il me semble que quand je m'étais renseignée, là, juste avant cet épisode, on disait que pour avoir un don d'ovocytes, le parcours pouvait durer jusqu'à au moins 3-4 ans. C'est ça. Ce qui paraît, il est quand même assez long, quoi. Si on rajoute un peu toutes les étapes un peu avant qu'il aurait pu avoir... qui aurait pu soit ne pas être positive dans le sens où il n'y a pas eu de grossesse. C'est long. Et du coup, je pense qu'il y a plein de couples qui passent par avoir besoin d'avoir un don d'ovocytes pour pouvoir procréer, quoi. C'est pour ça, c'est cool. Et c'est pas beaucoup, on s'est dit, au final, hein, en 2019. C'est pas beaucoup. Mais après, voilà, je pense que c'est parce que c'est pas forcément connu. Donc merci à toi, vraiment, c'est génial. Non, moi je suis dit merci parce que, bon, ça c'est ce que j'ai dit en off, mais je le dis aussi en in. Dès qu'on s'est dit au revoir, en fait, je me suis dit, mais pourquoi il y a que moi qui ai entendu ce que t'as vécu ? Et puis j'en ai parlé après avec du coup mon conjoint et avec des patientes, et je me disais, mais wow, moi j'ai jamais entendu parler du don d'ovocytes, quoi. Le don du sein, c'est bon, ça fait quelques années qu'on commence à en parler, et tant mieux, parce qu'il y en a vraiment besoin. Mais le don d'ovocytes, non. Et je me suis dit, wow, t'as fait un truc qui pour moi est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment le don de soi et le don de l'amour, comme tu l'as dit. Et je me dis, c'est trop dommage que ta voix ait pas plus de portée. Et je me dis, bon, si via ce podcast, je peux ne serait-ce que diffuser un peu plus ton parcours et ce que t'as mis en place, je suis trop contente, quoi. C'est génial. Donc c'est pour ça. C'est vraiment juste, voilà, comme tu dis, expliquer et ce que c'est le don d'ovocytes. Après, les femmes en font ce qu'elles veulent. Il n'y a aucune obligation. Voilà, heureusement. Oui, heureusement. Ça appartient à chacun, c'est juste informer. Moi, je sais que quand j'ai parlé autour de moi que j'allais faire un don d'ovocytes, la plupart de mes copines me disaient, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas. Parce qu'il n'y a pas forcément de pub. Non.
faut savoir aussi, ça c'était le professeur qui m'avait dit, mais que visiblement ça reste, c'est pas une priorité de santé publique, ce qui fait qu'il n'y a pas de budget pour faire tout ce qui est publicité, communication. Donc c'est pour ça que n'aide pas. Voilà, ça aide pas à ce que les gens soient au courant de ce type de don, quoi. Ouais, et puis même, tu vois, on en avait parlé, du coup, toi, t'as dû aller à Bordeaux, qui est quand même à 2h30, 3h de route de chez nous, enfin, c'est quand même pas à la porte à côté. Et puis, pareil, j'ai regardé, en fait, ici, donc clairement, il y a Bordeaux ou Toulouse. C'est ça. Enfin, pour le sud-ouest, c'est vraiment pas du tout... Enfin, il n'y a pas beaucoup de choix. Et puis même quand je regarde la carte de France, bon, forcément en région parisienne, il y en a pas mal, mais bon, il y a une densité de population qui n'est pas la même. Mais déjà, il y a ça aussi, le fait qu'on peut pas, du coup, faire un don d'ovocytes partout. Donc ça, comment est-ce que tu l'avais trouvé ? Tu l'avais trouvé sur Internet, j'imagine ? Sur Internet. Ouais. En fait, la plupart des renseignements que j'ai pris, c'est sur dondovocytes.fr, tout simplement. Et là, il y a tout. Et ça explique aussi le parcours, comment ça se passe. Il y a des commentaires de personnes issues de dons, des personnes donneuses aussi. Donc vraiment, on peut trouver tout et dans la carte pour savoir où est l'hôpital le plus proche. Ouais. Et du coup, tu as appelé l'hôpital ? J'ai envoyé un mail au CHU de Bordeaux. Ouais. J'avais envoyé Toulouse et Bordeaux. Je m'étais pas forcément décidée sur quel hôpital, donc j'avais envoyé aux deux. Et c'est Bordeaux qui a été le plus rapide à me répondre, en fait. Donc de là, ça en est suivi un échange assez rapide par mail, avec une prise de rendez-vous sur Bordeaux, du coup, avec le professeur. Et le professeur, en fait, il est là pour réellement savoir si notre démarche elle est aussi sincère, expliquer, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément en prenant rendez-vous, donc expliquer réellement comment ça se passe dedans et faire tout ce qui est une fiche d'antécédents médicaux, familiaux, prescription pour échographie, bilan sanguin, pour voir si on est susceptible de pouvoir donner. Voilà. Ça, c'est la première des étapes. Et ça, parce que du coup, il y a un âge auquel on peut donner, c'est de 18 à 37 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc ça, c'est pareil, c'est important à savoir, parce que ça peut être une question, à partir de quand est-ce qu'on peut donner ? À partir de la majorité. 18 et 37 ans, parce qu'ils considèrent que les ovocytes sont les plus matures, on va dire, à cet âge-là. Après, à partir de 37 ans... ils disent, entre guillemets... que c'est possible, en grande majorité, qu'on ait un peu moins d'ovocytes. Voilà. Donc, t'as passé plusieurs examens. Les examens, t'as pas été obligée de les passer à Bordeaux ? Non, du tout. T'as pu tout passer ici ? J'ai eu juste les ordonnances, et puis même pendant un rendez-vous avec le professeur, il a appelé le laboratoire du CHU de Bordeaux pour que si je voulais faire directement là-bas les prises de sang pour être tranquille de tout ça. Il y a vraiment une gestion quand même par rapport au centre Aliénor. C'est là où les femmes aussi viennent pour faire des FIV, tout ça. Et il y a une gestion qui est assez bonne. Ouais, ça c'est bien organisé. Voilà. En fait, en gros, t'aurais pu faire déjà, ou tu l'as fait, peut-être la prise de sang directement là-bas ? J'avais fait, mais quand j'avais pris rendez-vous avec le professeur. Non, c'était pas à ce moment-là, c'était au deuxième, quand j'étais montée deuxième rendez-vous. Et d'autant plus, il faut savoir aussi qu'ils essayent de faire au mieux pour les personnes qui habitent loin, donc ils regroupent les rendez-vous, les autres rendez-vous, pour éviter de faire 36 000 allers-retours. Tout en sachant que le don d'ovocytes n'est pas rémunéré, mais tout ce qui est trajet de transport, tout ça est remboursé. Et c'est qui t'a remboursé ? C'est la Sécu ? C'est le centre carrément, il me semble. Oui. J'ai pas regardé, mais... Et tu te souviens si t'étais assez vite remboursé ou pas ? En fait, là c'est la question qui me vient, parce que je me dis quelqu'un qui pareil aurait peut-être pas forcément non plus archi les moyens, enfin dans le sens qui va plutôt compter ses sous à la fin du mois, tu vois, et qui aimerait peut-être faire un don d'ovocytes. Je me dis aussi, si elle est obligée d'avancer les frais à chaque fois pour aller jusqu'à Bordeaux, et qu'à la fois on met des fois 3 mois à lui rembourser, ça peut être bête, mais ça peut être un frein. Je comprends. Je crois que j'ai été remboursée au bout d'1 mois ou 2 mois, il me semble. Après, peut-être que ça doit dépendre aussi de d'autres facteurs. Oui, possible. Voilà, là c'était à période hors Covid, en sortie de Covid, peut-être que dans une autre situation aussi... Oui, ça peut être plus long, plus rapide, ça dépend. Plus rapide, voilà. Du coup, en gros, t'as eu un premier rendez-vous avec le professeur, ensuite t'as passé des examens pour vérifier
Que tout était ok. Voilà, cariotype aussi, tout. Ouais. Voir aussi au niveau, comme je disais, des antécédents familiaux, antécédents médicaux. Il note tout ça, en fait. Ouais. Il prend aussi... J'étais étonnée, je le dis, parce que c'est quand même... Mais non, mais dis, on veut tout savoir. J'avais pas pensé sur le moment en prenant rendez-vous avec le professeur, mais voilà, il note la couleur de cheveux, la couleur des yeux, mais oui, c'est vrai que c'est des choses importantes aussi pour les personnes qui vont recevoir cet ovule, quoi, cet ovocyte. Donc, Mais parce que les gens, ils savent du coup qui a donné. non. Non, voilà. Ça reste quelque chose d'anonyme, mais il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée, une loi bioéthique là, qui a été mise, je crois que c'était en cours juillet 2021. Bon, là, elle est passée en septembre 2021, comme quoi un enfant issu d'un don à sa majorité, peut avoir accès à des données non identifiables. Enfin, il y a 2 catégories. Une première catégorie où il a accès, il me semble, pas au nom ni rien, mais à l'âge... Âge, profession, catégorie couleur de cheveux, voilà, etc. C'est ça. C'est ce que j'ai lu. Et il y a une deuxième catégorie qui est un petit peu plus poussée, où là, je crois que l'identité, mais à vérifier. Ça, ouais, mais en fait, moi, ça n'a pas été clair quand j'ai vu sur le site, ou alors j'ai pas bien compris. Mais justement, il parlait de données non identifiables, donc j'ai compris comme toi. Mais après, il disait nom et prénom. Bah, du coup, si, c'est identifiable. Oui. Enfin, tu vois, et j'ai pas trop compris, donc peut-être qu'il y a 2 choses distinctes. Alors, ça, je suis sûre, parce que quand on me l'avait expliqué, il y avait, voilà, ces 2 catégories. Ok. Mais il me semble, donc ça c'est un consentement qu'on signe, c'est voilà, au choix de la donneuse. Et ce consentement, on le signe quand on fait les rendez-vous. Il faut savoir, parce que... Oui, avant de lancer le processus, il faut que tu saches à peu près... voilà, après je pense qu'il y a toujours moyen aussi de revenir après avoir fait le don. Parce que bon, quand on a fait ce don-là, c'est pas parce qu'on a fait un an que ça s'arrête. Enfin, il y a quand même des... Il y a une suite. Oui, il y a une suite dans le sens où on réfléchit à ce qu'on fait. Il y a tout un processus qui se met en route après le don aussi. Et des fois, on peut signer un consentement, mais changer d'avis aussi. Heureusement. Après. Oui. T'imagines, c'était noté dans le marbre. Heureusement qu'on peut changer d'avis. Donc ça, à vérifier, mais je pense qu'il y a quand même toujours possibilité de... Oui. Et j'ai lu aussi que pour les femmes qui auraient donné en fait avant cette loi bioéthique ont la possibilité aujourd'hui de changer aussi, de dire que si elles ont envie d'être identifiées par l'enfant qui est issu du don d'ovocytes à sa majorité, elles peuvent changer. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui, c'est rétrospectivement on peut. Oui. En gros c'était surtout ça. Et ouais, mais ça a pu peser dans la balance aussi, je pense, de certaines, de se dire ok, est-ce que mon nom, prénom va être dévoilé ou pas obligé, parce que c'est pas la même chose de donner pour moi anonymement que du coup derrière de se dire peut-être que 18 ans plus tard. C'est pas la même chose, non. Et moi ça a été quand le professeur m'avait parlé de cette loi, parce que j'avais pris le temps de faire ce don là, je l'ai fait en février, mais j'avais déjà eu le rendez-vous avec le professeur et tout ça en août 2021. Donc quand il m'avait... La loi n'était pas encore passée. Mais il m'avait parlé de cette loi qui passerait. Qui allait passer. Et donc là, c'est clair que pour moi, ça avait changé un petit peu la donne, parce que le but de ce don, c'est qu'il soit anonyme. Et voilà, c'était... Je voulais pas avoir de retour ou de quoi que ce soit par rapport à ce don. Complètement. C'est fait, c'était mon choix. Je voulais donner à ce moment-là. Et voilà, on passe à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, est-ce que je vais au bout, est-ce que je vais pas? Après, voilà. Pour moi, le fait de donner et de donner de l'amour a été plus fort. Ouais. Donc, la balance, finalement, a penché plus d'un côté que de l'autre. C'est ça. Mais du coup, ça voudrait dire que demain, dans 18 ans, on pourrait t'appeler... tu sais plus concrètement ou non? Il y a possibilité que dans 18 ans, je crois que l'enfant, à sa majorité, du coup, ça passe par une commission, il me semble. Où tout n'est pas fait comme ça, où il va avoir... C'est pas... c'est débloqué et, voilà, et c'est bon, il a ton nom, prénom, ton adresse. C'est ça. Ça passe quand même par une commission qui est remplie, je crois, de médecins, d'assistants sociaux, enfin voilà, de gynéco et d'autres. Je sais pas réellement toute la commission, mais
Et du coup, oui, il y a quand même la possibilité que dans 18 ans, ou voire plus tard, parce que les dents d'ovocytes peuvent être congelées et être conservées pour plus tard. Donc voilà, c'est possible, comme pas du tout. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Après, tout en sachant que je ne suis pas la mère de l'enfant, je ne serai pas... Voilà, et ça, il faut être au clair. C'est vrai, t'as raison de préciser. Ça me paraissait logique, mais t'as raison. Même au niveau juridique, etc., tu n'es pas du tout relié avec, possiblement, c'est l'enfant qui naîtrait... C'est ça. D'ovocytes. Il n'y a aucune affiliation. Enfin, moi, je suis juste la personne qui a donné une gamète. Une gamète. Voilà, il n'y a rien de plus. Et je pense que c'est important de le préciser et de le dire aussi pour des personnes, des femmes qui sont dans cette démarche-là de faire un don d'ovocytes. Réfléchissez bien aussi à toutes ces questions parce que c'est important. Et est-ce que tu avais eu un rendez-vous justement avec une psychologue qui pouvait voir justement où est-ce que tu te situes aussi? Parce que moi je trouve ça génial, mais à la fois je me dis est-ce que toutes les femmes se poseraient les mêmes questions que tu t'es posées aussi? Je trouve que c'est quand même important justement de se dire non, en effet je serai pas la mère de cet enfant, ok, l'enfant pourra peut-être possiblement avoir mon nom, prénom à sa majorité, est-ce que je suis ok avec ça ou pas, tu vois? Et je trouve que c'est une réflexion qui toute seule peut fonctionner avec certaines, mais qui à la fois des fois on a peut-être besoin d'être un peu... Soutenue, guidée. Enfin, guidée, je sais pas si c'est le bon mot, mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, bien sûr, il y a une psychologue, parce que ça fait partie aussi des étapes avant le don, où on a rendez-vous avec la psychologue, et là, elle va réellement chercher, déjà savoir pourquoi on fait ce don. Est-ce que la démarche, elle est vraiment sincère, saine, ça aussi, c'est... De toute façon, en France, comme tu l'as dit, on n'est pas rémunéré. Non. Alors qu'au final, il y a d'autres pays, en Espagne, alors il y en a qui disent qu'ils ne sont pas rémunérés, elles sont indemnisées. Elles touchent quand même de l'argent pour le don. Ouais. Toi, ça aurait changé quelque chose si t'avais été... si par exemple, il t'avait proposé justement une indemnité? Non. Enfin, moi, j'ai fait cette démarche vraiment pour, comme je te disais, pour donner. Je voulais pas... Tu voulais pas de retour, vraiment? Non. Et je trouve que ça perd un petit peu de son sens, mais ce n'est que mon point de vue. Hein. Ça perd de son sens s'il y a ce côté indemnisation financière qui rentre. Voilà. Mais bon. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. Et je me dis aussi que justement le fait que tu sois... que tous les déplacements et tous les frais médicaux soient pris en charge, ça par contre c'est important. Sinon, je pense qu'il y aurait encore moins de dons. Sinon vraiment ça fait cher le don, quoi. Ouais. Et déjà je pense qu'avec cette loi aussi qui est passée, il se peut qu'il y ait moins de dons. Ouais. Ça, aussi. C'est important. En fait... Il n'y a pas de... Oui, il y a ce côté où on avance les frais de transport ou d'hébergement s'il y a par rapport au don d'ovocytes. Mais c'est le temps. Ouais. C'est juste... Ça nous demande du temps et de l'organisation. Et de l'investissement. Et de l'investissement. Personnel, professionnel aussi, si on travaille. Donc, c'est sûr. Mais c'est tellement beau. Non, mais complètement. De toute façon, je pense que tu le fais pas comme ça un matin en te levant en te disant je vais donner mes ovocytes. Puis en plus, justement, tu peux pas partir comme ça à la clinique à Bordeaux et qu'ils disent allez, c'est bon, je vous prélève les ovocytes. Ça se passe pas du tout comme ça. Du tout. On est d'accord. Une fois qu'ils ont vérifié que tout était ok, au niveau écho, prise de sang. Du coup, là, t'as dû repartir, j'imagine, à Bordeaux. Voilà, du coup, donc là, ils m'ont dit, j'avais reçu tous les résultats, tout ça, tout était ok. Donc à ce moment-là, j'avais pris un deuxième rendez-vous avec Bordeaux. Ils avaient essayé de regrouper justement pour éviter de faire les 30 000 allers-retours. Et donc du coup, de là, j'ai eu rendez-vous avec un premier, il me semble que c'était l'anesthésiste, parce que voilà, au niveau, ils essayent de caler au mieux, et ça dépend aussi d'autres rendez-vous. Donc j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste parce que le protocole de Bordeaux, c'était, il y a une anesthésie locale pour le jour de la ponction d'ovocytes, et il peut y avoir aussi cette petite sédation d'anesthésie générale jusqu'à une sédation un petit peu plus importante où on est endormi. Ouais. Donc, passage obligatoire à l'anesthésiste qui est
assez rapide, on va dire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, ça reste une petite intervention en soi qui dure que 10 minutes. Donc voilà, c'est... Ultra rapide. Ouais. C'est hallucinant quand même. C'est super. En fait, il y a plus de brancardage, on va dire, d'organisationnel autour de la ponction que la ponction sur elle-même. Donc, voilà, donc le rendez-vous avec l'anesthésiste qui est assez rapide. Ensuite, du coup, j'ai vu la psychologue. Ouais. La psychologue, donc, qui va réellement chercher la cause de ça. Et de là, on peut parler réellement avec elle de cette loi, de comment ça se passe. Si on a des questions, elles sont vraiment ouvertes à ça. Elle nous donne la carte par la suite si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Ou une question plus tard. Il y a le numéro de téléphone. Elle m'avait dit on peut très bien faire une visio, par Zoom ou comme ça. Maintenant, avec le Covid, nous a donné cet aspect positif de développer les visios. C'est ça. Mais c'est vrai, en plus, c'est trop cool. Hein. Oui, ça permet du moins... ça a ouvert des relations différentes par la communication, tout ça. Donc, c'est important de voir ce côté positif du Covid. Et oui, donc voilà. Il y avait toujours... Moi, j'avais pas forcément de questions parce que c'était quelque chose que j'avais réfléchi depuis bien longtemps. Donc, t'étais bien renseignée. J'étais bien renseignée. La remise en question, je l'avais faite. J'ai passé 1 heure avec elle, par contre, à discuter. C'était génial. Parce qu'on est parti... Elle m'expliquait pourquoi cette loi était passée. Et finalement, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Parce qu'un enfant issu d'un don, par exemple... des fois, il a besoin de repères et d'enracinement, de savoir d'où il vient réellement. Et elle m'expliquait le cas d'une femme qui a appris à l'âge adulte qu'en fait, elle venait d'un don. Son papa lui avait annoncé, quand, je sais plus, 40 ans, 50 ans. Elle comprenait pas pourquoi, depuis des années, elle perdait ses cheveux. Et là, les cheveux, c'est quand même... assez important, c'est l'enracinement. Complètement. Elle avait fait plein d'examens médicaux, tout ça, et elle comprenait pas. Il n'y avait aucun problème au niveau médical, aucune justification. Et du moment où elle a appris ça, elle a plus perdu ses cheveux, quoi. Ouais, donc, parce qu'elle retrouvait un peu ses racines et savoir d'où est-ce qu'elle venait. C'est ça. Et quand on a un des parents qui décède ou comme ça, ce besoin d'aller chercher, c'est tout à fait légitime, finalement. C'est quelque chose que j'avais pas poussé jusqu'au bout, en fait. Donc c'est important, ce rendez-vous avec la psychologue, il est quand même assez important, et ça permet d'ouvrir aussi d'autres points de vue qu'on n'avait pas forcément vus. Donc oui, parce qu'au contraire, tu aurais pu très bien te dire elle fait chier cette loi, attendez, ils pensent pas à moi, déjà je commence à faire un don, et puis en plus on me rajoute ça. Enfin, tu vois, tu pourrais très bien te positionner comme ça en te disant bon, ils vont nous embêter encore plus, alors qu'au final, justement, grâce, je pense, à ce rendez-vous-là avec la psy, t'as pu voir l'autre côté de l'enfant qui va naître de ce don-là, possiblement, et qui va peut-être un jour avoir besoin de comprendre ou ne serait-ce qu'avoir quelques informations sur la personne qui a donné, quoi. Et comme tu dis, pour retrouver un peu ses racines et savoir qui on est aussi. Parce qu'au final, même si tu n'es pas la mère, tu t'auras quand même un peu donné de toi, et tu fais partie quand même du fait que cet enfant vienne au monde, donc oui, donc ça joue. Mais après, on est tout un, donc du coup c'est redonner aussi, je le considère comme ça, c'est redonner à l'univers mais complètement. Ce qui lui appartient, enfin c'est voilà. Donc non, mais ce rendez-vous, il est vraiment... faut savoir aussi quand on va, parce que j'ai autre petite anecdote. Vas-y, dis-nous. Moins sympa, on va dire, mais importante à le dire. C'est-à-dire que quand je suis arrivée et que j'attendais pour les rendez-vous, j'attendais le rendez-vous avec la psy, j'étais dans la salle d'attente, mais on est dans la même salle d'attente que les personnes, que les femmes en attendant des FIV ou qui sont dans ce parcours de PMA. Et j'étais dans la salle d'attente, du coup, et une femme est sortie du bureau de la psy en pleurant. Donc, c'est des choses, elle est passée devant moi, ça m'a créé une émotion parce que... normal. C'est le fait d'être mélangé, toi, tu sais pourquoi t'es là, mais la femme enceinte derrière toi ou l'autre femme devant toi... qui est dans un état de stress parce qu'elle attend que ça, d'avoir un enfant. C'est un petit mélange. Il faut, juste être préparé et savoir que ça peut arriver.
Ça peut arriver, ouais. Mais d'autant plus, c'est une démarche, le fait d'avoir vu ça et de l'avoir vécu, c'est quelque chose qui te donne encore plus envie de Toi, donner. ça t'a renforcé ton désir. Ouais. Mais alors qu'au contraire, je pense qu'il y en a d'autres qui... Je pense que ça peut être tellement des émotions fortes aussi de se dire, bon, ben, wow. Oui, et c'est ok. Oui. Et Et à ce moment-là, il vaut mieux stopper. voilà, il y a du moment où, jusqu'à ce que la ponction d'ovocytes ne soit pas faite, toute donneuse peut arrêter. Hein. C'est pas parce que T'as signé. voilà, ou qu'il y a eu des injections qui ont débuté ou quoi que ce soit, que à ce moment-là, c'est bon, il faut aller jusqu'au bout. Non. Et d'autant plus si ton corps n'accepte pas, ben. Ou si finalement tu ne sens plus, ou si tu veux le repousser à plus tard. On va voir avec l'âge. Voilà, Sur ça, la deadline un peu. Voilà, faut voir. Du coup, t'as eu anesthésiste, psy, t'as eu d'autres rendez-vous? J'ai eu gynéco aussi. Ouais. Gynéco qui a été plutôt, on va dire, protocolaire et où là, elle explique comment allait se passer la ponction, enfin tout. Okay. Le dérouler en fait parce que je n'avais plus de contraception. Ah ouais. Du coup, j'ai dû reprendre une contraception orale pour réguler les règles, mes cycles. Pour être sûr que du coup, ton ovulation tombe à... Voilà, pile au bon moment parce que tout est calculé. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce rendez-vous. Pendant un mois, j'ai pris cette contraception orale pour réguler les cycles qui vont permettre de calculer. Ensuite, c'était, je me rappelle plus, mais à une date précise, on débute, oui c'est ça, on débute la contraception orale pendant un mois, tel jour on l'arrête, 5 jours après on débute les injections d'hormones pendant une semaine. Au bout de la première semaine d'injection, on rajoute une deuxième injection d'hormones sous-cutanées. Alors, ces injections, on peut se les faire soi-même, ou sinon, on peut très bien faire intervenir une infirmière à domicile pour se les faire si on ne se sent pas. De les faire. Voilà, ça peut arriver, et donc du coup, à ce moment-là, toutes les ordonnances sont faites pour ça. Et à partir de la deuxième, du coup, injection, toutes les 48 heures, il y a une échographie pelvienne à faire le matin avec une prise de sang tôt le matin à 7h30. Donc, c'est de l'organisation. Et pendant combien de temps, du coup? Du coup, ça dure... il y a 3 ou 4 échographies à faire. Ok. Et donc, toutes les 48 heures. Voilà, toutes les 48 heures. Ensuite, il faut... Normalement, les laboratoires envoient tout ça au centre Sécos, au centre Aliénor. De là, les sages-femmes dans l'après-midi nous appellent, pour savoir si il faut changer la posologie des injections ou autre, ou rester, ou si c'est ok. Parce qu'en fait, ça dépend tellement. Les hormones, c'est quelque chose d'assez subtil et unique. C'est assez... faut trouver le bon équilibre, quoi, pour toi. C'est ça. Et on est tous uniques, donc ça va dépendre de chacun, ça. Et donc à ce moment-là, parce que c'est des protocoles, fin d'injection, et en fonction, ils ajustent. Et à ce moment-là, ils appellent, ils voient s'il y a besoin de changer ou pas. Et 48 heures après, hop, on reprend, échographie, bilan sanguin, tout ça. Donc oui. Et l'échographie, c'est pour vérifier en fait, est-ce qu'il y a une ovulation qui se prépare et est-ce que tu as des ovocytes, oui. Je mélange tout le temps entre ovocytes et ovules et je sais que c'est insupportable pour ceux qui s'y connaissent très bien. Oui, qui ont commencé à maturer un peu. Voilà. Des follicules, on va être très précis, je pense que c'est plus ça. Est-ce qu'ils ont commencé à maturer ou pas? Parce que le but, c'est de faire ovuler tes 2 ovaires. Voilà. En plus. C'est ça. C'est de faire travailler les 2. Travailler à fond, donc c'est des injections à forte dose d'hormones. Ça travaille, ça travaille Justement, bien. Comment tu l'as vécu? Ça a changé quelque chose au niveau émotionnel, au niveau... Enfin, toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Au niveau émotionnel, ça a été quand même assez intense, la reprise de la contraception. À ce moment-là, mais j'ai eu de la colère, j'ai senti de l'agacement, je sentais que c'était pas moi. Et le fait ça faisait des années que j'avais arrêté du coup de prendre une contraception, que ça soit orale ou d'un autre moyen. Et ce qui fait que vraiment, j'ai senti que c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas, c'était pas moi. Pas toi. Donc ça a été la plus intense. Et je me suis dit, si la contraception orale c'est comme ça, qu'est-ce que ça va être les injections à forte dose? Et finalement, les injections, ça s'est très bien passé. Ça a été plus la contraception qui, toi, voilà. a été plus compliquée. C'est ça.
Mais c'est parce que, voilà, ça a été mon parcours parce que j'avais arrêté. S'il y a une femme qui prend déjà cette contraception orale, elle n'aura pas forcément à voir avec le médecin à ce moment-là, mais il n'y aura pas forcément besoin de passer par cette étape. Passer par cette étape-là. Ouais. Et ça me fait penser, je viens de capter, mais en fait, au final, on dit réguler les cycles. Mais ils t'ont dit que c'était pour réguler les cycles et un mois de contraception. Je me demande si c'est pas aussi pour être sûre que t'es pas enceinte. Non, c'était parce vraiment... Parce qu'au final, quand tu prends la pilule, en fait, tu veux juste mettre tes ovaires au repos pendant un mois, parce qu'en général, on n'ovule pas avec la pilule. Oui, c'est ça. Et après, pour ensuite, il part du principe que dès que tu vas arrêter, ton corps, il va vouloir relancer le cycle, je pense, alors. Ouais. Okay. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris aussi. Parce qu'à la fois, je me dis, est-ce qu'il y aurait pas des... Ça, je pense qu'on n'aura pas la réponse, mais est-ce qu'il y a des femmes, tu sais, il y en a certaines, elles ont des cycles ultra réguliers, quoi. Moi, je sais que j'ai des amies, elles sont réglées comme des pendules. Ouais. Et est-ce qu'elles, du coup, il y aurait ce besoin-là de prendre une contraception pour relancer le truc? Après, ça fait peut-être partie de leur protocole aussi. Mais après, ça aurait été intéressant de savoir. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose, comme tu dis, ça aurait été très très intéressant. Après, on sait très bien aussi que notre cycle est peut-être influencé par le stress, par l'alimentation, par beaucoup de choses. Et donc, pour être sûr, vu que c'est des dates très très précises d'injection, d'échographie à faire, c'est tel jour et c'est pas le lendemain ni la veille. Donc pour être sûr de ce calcul-là qui était fait, pour moi il me semble que c'est indispensable de faire un mois. Ouais, non mais c'est possible. Hein. Je sais pas, ça m'est venu là comme ça, je me disais attends. Mais c'est vraiment une bonne interrogation parce que je suis pas sûre de moi en disant ça. Donc non mais de toute façon je pense qu'on n'a pas les réponses. Il y en a qui ont la réponse, ils nous la donneront sur Instagram. Mais c'était ma petite réflexion. Je me disais, je suis d'accord avec toi. Des fois ça peut être, nos cycles fonctionnent en fonction du stress, de l'alimentation. Mais à la fois t'as vraiment des femmes qui sont comme des pendules quoi. C'est vrai. Et à la fois, tu dis, est-ce que c'est intéressant de leur faire prendre pendant un mois la pilule? Et à la fois, je pense que c'est aussi le protocole et que du coup, comme tu dis, vu que ça a vraiment une date très précise, je pense que ça fait aussi partie du protocole et que c'est comme ça et que c'est pour que ça soit plus facile après pour tout le reste qui va en découler, quoi. Et les injections, tu peux les faire n'importe où dans le corps ou c'est dans des endroits bien précis Alors, c'est en sous-cutané, donc en général, ça se fait soit au niveau des cuisses ou au niveau du ventre. Et chose que je n'ai pas dit, mais d'où le côté organisationnel, c'est des injections qui doivent se faire entre 18h et 20h. Ok. Voilà. Donc pareil, très précis. Très précis. Et du coup, les injections, c'est quoi? Tu vas aller chercher une fois à la pharmacie et t'en as plein et tu dois les garder au frigo ou non? Il y a une sorte d'injection qu'il faut garder au frigo et le reste non, qui se garde à température ambiante. Mais oui, on a l'ordonnance et on va directement à la pharmacie et la pharmacienne donne tout le stock qu'il y a besoin. Bon, des fois, ils n'ont pas en commun. Voilà, des fois, parce que ça reste des choses exceptionnelles, donc toutes les pharmacies n'ont pas ces produits-là, ce qui fait que des fois une commande, mais bon, c'est des choses, il vaut mieux anticiper et aller chercher avant de débuter et avant de se retrouver à la date d'injection. J'ai pas. Voilà. Parce que pareil, quand les sages-femmes elles t'appellent pour dire que par exemple il faut changer la posologie, c'est les injections, tu les as déjà et c'est toi qui changes parce qu'il y a des numéros sur les injections ou t'es obligé de repartir à la pharmacie pour aller rechercher Non. T'as tout un package en fait. Voilà, c'est tout un package et en fait c'est des stylos. Comme pour les personnes diabétiques. Les insulines, c'est des stylos avec le dosage à tourner au niveau du stylo. Ah d'accord, ok. Et c'est juste... C'est très très simple à utiliser et dans tous les cas, il y a quand même, s'il y a un passager infirmier pour faire les injections, l'infirmière elle gère, elle sait très bien comment ça se passe, ce genre de choses. Donc, mais c'est facile quoi. C'est très facile. Vraiment, je pensais que c'était comme un stylo, mais j'avais oublié qu'on pouvait adapter ton stylo, la dose. Tu vois, moi je pensais que t'avais des seringues différentes, style ça c'est 25, ça c'est 20, ou j'ai des conneries. Alors il y a différentes sortes de posologie, mais dans chaque stylo en fait tu peux adapter en tournant, ça va, je me rappelle plus, je crois que c'était 120 ou 140 mg, je me rappelle plus. T'arrives à adapter. Ok.
Ouais, t'es pas obligé à chaque fois, toutes les 48 heures. Ah, en fait, il me faut tel truc. Sinon, là, c'est encore plus compliqué. Déjà que voilà, Ouais. c'est assez organisation. Faut pas se leurrer. Enfin, c'est une organisation. Ah, mais complètement. Donc, non, là c'est se donner encore plus. Et toi, du coup, tu bossais à ce moment-là? Je bossais. Bon, j'avais prévenu tous les patients Ouais. parce que je leur avais dit aussi à ce moment-là, avant de commencer les injections, bon, ne soyez pas étonnés si vous me sentez un petit peu irritable ou en C'est pas colère. vous. C'est pas de votre faute. Je m'excuse d'avance, mais voilà, je leur ai expliqué le processus où je serai les semaines à venir et pour bien, j'ai répété plusieurs fois pour que tout soit bien entendu. Du coup, échographie, prise de sang, soit je faisais avant d'aller au travail, soit entre deux patients. Alors, je m'excuse auprès de mes patients pour le retard que j'ai pu avoir. Oh, je pense qu'en fait, t'étais excusée, non? Oui, ils comprenaient tout à fait, il n'y a pas eu de soucis vis-à-vis de ça, mais voilà, c'est de l'organisation. Ah ouais. Après, il y a toujours la possibilité, je pense, à revérifier avec le centre Aliénor et Sécos, mais peut-être d'être dans des moments, soit peut-être se mettre en vacances ou avoir pour un arrêt de travail, peut-être, je sais pas, mais il y a peut-être... À voir. De toute façon, le but, c'est de se renseigner et de voir. Mais c'est vrai que je pense que ce serait possible. C'est le plus important, je pense, que quand on commence ces injections, c'est vrai que c'est de les faire dans un moment favorable. Et pas en étant dans un état de stress où on sent que dans notre vie, c'est compliqué en ce moment, qu'il y a beaucoup de mouvements, tout ça, parce que ça va être compliqué. Corps, voilà. Et le corps, il a quand même besoin de stabilité. À ce moment-là, et aussi de légèreté, parce que ce qu'on lui donne, c'est costaud. C'est quand même assez costaud. Et justement, à ce sujet, toi, t'as décidé de te faire accompagner pour essayer d'éviter de déséquilibrer ton corps. C'est ça. Donc, tu t'es fait accompagner. Enfin, je te laisse expliquer. tu peux lui faire de la pub. Ok, je l'aime bien, donc c'est bon. Si je l'aimais pas, j'aurais... Non, je rigole. Je suis pas comme ça. Oh non, t'as pas l'air d'être comme ça. Ou alors je cache très bien. Non, je te crois pas, ça. Oui, mais du coup, je me suis fait... donc moi, je suis conseillère en nutrition ayurvédique. L'ayurveda, ça a été une très, très belle découverte. Et vraiment, je remercie en premier lieu Lucie Joao pour cette découverte. Parce que vraiment... extra. Enfin, ça a changé ma vie. Et donc, du coup, moi, j'ai voulu accompagner les personnes comme ça. Et pour ce genre de choses, je pense qu'il est aussi important en tant que conseillère de se faire accompagner. Parce qu'on n'a pas forcément... on peut pas être objectif vis-à-vis de soi-même. Mais c'est valable pour tout. Toutes les professions. Oui. C'est pas parce qu'on est kiné que si on a mal au dos, on sait quoi faire. C'est ça. Enfin, on peut savoir, mais en général, quand c'est nous qui vivons la chose, on n'est pas objectif. Non. Puis on a besoin d'être accompagné, comme tu dis. Oui, tout le monde a besoin d'être accompagné, de toute façon. Et donc de là, j'ai fait appel à Lorraine de Femme Ayurvédique, qui est extra et qui a fait un accompagnement, enfin, top. Vraiment, je vous le conseille, parce que elle a des connaissances superbes et vraiment, ça a été une belle aide. Elle m'a apporté énormément de conseils, que ce soit au niveau alimentation, au niveau de plantes, pour justement soutenir mon système digestif, mon corps, pour être au mieux vis-à-vis de de ces ponctions, déjà de base des injections, des ponctions, de la ponction, mais aussi de après, parce que on déséquilibre notre corps. Donc le but, c'est d'éviter de trop déséquilibrer par ces injections d'hormones, par la ponction, pour essayer de rééquilibrer aussi par la suite après. Et du coup, aspect plus technique, vous avez fait combien de rendez-vous avec Lorraine? Avec Lorraine, on en a fait 3, mais dans ce qu'elle propose, il peut y en avoir plus, c'est au besoin. Pour moi, c'était ok, mon corps avait bien récupéré par la suite. Il y avait encore quelques petits déséquilibres, mais voilà, c'était les hormones et petit à petit, grâce à la réflexologie plantaire, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Je m'en rends compte. Enfin, en étant en formation de réflexo,
je suis un peu la cobaye. C'est l'avantage qu'on est en formation en général. Ce qui est plutôt cool. Ouais. Et synchronicité totale parce que du coup, on travaillait sur tout ce qui est élimination, urinaire, reproducteur, digestif. Ce qui fait que voilà, ça m'a aidé à éliminer aussi toutes ces injections. Donc, le tout a fait que ça a été... J'ai pas réellement eu besoin de plus de consultations, mais après c'est en fonction des besoins, quoi. De chacune. De chacune. C'est ça. Mais toi, t'avais décidé de te dire, bon allez, je fais ce don, mais je m'oublie pas quand même, mais je veux mettre le maximum de mon côté, parce qu'un jour, tu l'as dit, t'aimerais avoir des enfants aussi, donc tu dis, bon ben peut-être que j'ai envie d'être complètement déséquilibrée, puis qu'un jour, ça soit moi qui ai besoin de faire un don d'ovocytes aussi. C'est Ça ça. serait un peu dommage. Ouais. Justement, en posant cette question-là, il m'en vient une. Est-ce que tu avais la possibilité de pouvoir... Alors, ils te font la ponction, etc. Est-ce qu'ensuite, tu as la possibilité, toi, de pouvoir récupérer des ovocytes pour les garder pour toi? Alors avant, oui. Ouais. Avant, il y avait cette possibilité. En août, quand j'ai eu rendez-vous avec la gynécologue, elle m'avait demandé. Il y avait cette possibilité qui faisait qu'il y avait toujours... une partie de la ponction qui était réservée pour le don et l'autre partie, si avec consentement, si on était OK, qui pouvait nous revenir et congeler ces ovocytes. Tout en sachant que le nombre le plus élevé serait pour le don. Oui. Et s'il y avait un trop, à ce moment-là, il y avait une possibilité. Sauf qu'il y a une loi qui est passée maintenant pour... réaliser ça, ils peuvent pas le faire. Ils ont plus... il y a interdiction, je crois, de le faire le même jour que la ponction. C'est-à-dire qu'il faudrait repasser sur un processus... de nouveau d'injection et de le refaire. Voilà, de refaire. C'est moi, dommage. j'ai dit non. Enfin, Oui. c'est C'était pas ton souhait, de toute façon, toi, c'était pas parti pour le faire. Mais non. C'était un plus, c'est vrai, parce qu'on sait pas forcément... Enfin, si, on sait. Maintenant, je dis une bêtise, parce que par l'Ayurveda, oui, voilà, il faut toujours... Il y a tout un côté de prévention qui fait qu'on on sait qu'on ne peut pas tomber malade. Oui. Mais je sais pas si je me suis bien exprimée. Si, moi, je t'ai compris. Ok. Et ce qui fait que c'est un plus. Oui. Ça reste un plus d'avoir cette opportunité-là de pouvoir congeler et garder ses propres ovocytes. Mais repasser par un parcours comme ça d'injection, même si ça a été... c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'infliger un deuxième parcours comme ça à mon corps. Mais ça, tu viens de le dire parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube avant qu'on fasse ce podcast et justement, c'était une jeune de 24 ans de mémoire qui, justement, elle faisait le don aussi, mais était aussi quand même rassurée du fait que ils avaient réussi à en garder aussi pour elle, pour plus tard, si jamais au cas où. Et elle, ça l'avait aussi encore plus motivée à faire le don. Tu vois, en disant j'ai envie de donner, mais cet aspect-là fait que je vais donner encore plus parce que je me dis moi aussi j'y gagne un peu dans le truc. Que là, de devoir repasser par de nouveau des injections, je pense que ça perd un peu de ce sens-là. Et à la fois, on reste dans du don à 200% aussi, donc on s'y retrouve aussi, tu vois, sur ça. Oui. Mais il me semblait pas que ça allait changer parce que je me disais mince. Après, j'essayais de recomprendre sur dondevocytes.fr et j'étais justement, il disait non, c'est pas possible, il faut passer par ça. Et j'étais non, je comprenais pas trop je trouvais que c'était pas super clair dans la description. Mais c'est tout récent, enfin, c'est de l'année dernière parce que moi, on m'en avait parlé de cette opportunité et quand je l'ai fait du coup en février, parce que de base, je savais que j'étais en déséquilibre quand je faisais ces rendez-vous en août 2021. J'ai voulu rééquilibrer au mieux, enfin, me sentir mieux pour gérer aussi ces injections. Donc il y a toute une préparation, je pense, à faire, même pour des personnes qui sont dans des parcours de PMA ou comme ça. C'est important de mentalement préparer son corps et se préparer par tout l'hygiène de vie, l'alimentation, avant de s'injecter des choses. Et ça, voilà, parce que quand j'avais eu ces rendez-vous, c'était bon, allez, août, c'est bon. En septembre, on a des disponibilités, comment vous êtes? Non. Tu pouvais le faire de suite, après une fois que tu avais fait tous les examens, c'était bon. Voilà, c'était bon, sauf que j'ai mis un stop. J'ai dit non, là, je sais qu'à ce jour, mon corps ne pourra pas. C'est pas OK. Donc, il y a quand même cette opportunité aussi. Il faut savoir de repousser. On peut très bien faire des rendez-vous et par la suite, c'est nous qui choisissons de la date. Et ils sont totalement compréhensifs vis-à-vis de ça. Oui, puis même tu peux avoir des impératifs pro, perso et te dire ah mais non, en septembre les gars, je peux pas. Voilà, heureusement ils t'imposent pas non plus la date quoi. T'as ton mot à dire et heureusement. Oui.
Et du coup, après, au final, t'as fait quoi, 3 allers-retours à Bordeaux? Oui, au total, avec la ponction, 3. Donc, t'avais fait, du coup, comme on a dit, les injections. Avec l'écho, ils vérifiaient que tout était bon, etc. Et puis un jour, ils t'ont appelé en te disant c'est bon, c'est demain que vous venez à Bordeaux ou... Non, en fait, tout est... quand on prévoit... au deuxième rendez-vous, quand je suis montée, que j'ai eu le rendez-vous avec la gynécologue, elle nous donne un calendrier où il y a tout qui est expliqué par rapport à la ponction, comment ça va se passer avant, par rapport aux injections, les dates. Tout est 48 heures, les échographies, bilan sanguin à faire. Tout est déjà fixé, en fait. Déjà fixé. Et il y a le jour, nous, on avait convenu que ça allait être début février. Donc, 3 jours avant, il y a une dernière injection à faire pour stopper cette stimulation ovarienne. Et ensuite, c'est très, très précis. C'est-à-dire que à la dernière échographie et au dernier bilan sanguin, la sage-femme nous appelle, elle te dit bon ben voilà, il faut que vous fassiez cette dernière injection pour stopper cette stimulation ovarienne à telle heure pour que 36 heures après, la ponction soit faite. Okay. Et c'est au minimum, enfin à l'heure près, voilà. Donc du coup, j'avais fait l'injection, la dernière, à 21h15, je crois, quelque chose comme ça. Pour passer, du coup, c'était à 9h ou 10h, bon, à calculer. Disons que c'est très précis. Voilà, c'est très très précis pour passer à la ponction. Mais tout ça, on le sait avant. C'est juste la finalité, finalement, en fonction de l'évolution de la stimulation ovarienne, qu'il y a des petits changements. Mais tout ça, en amont, on est quand même bien au courant. Ouais. Et du coup, tu montes à Bordeaux, la ponction, donc, anesthésie, tu as dit locale et peut-être plus. T'as eu que local? Oui, enfin, peut-être plus. Ça, c'est en fonction de chacun. Il peut y avoir, il me semble que pour ça, c'est anesthésie locale plus petite générale, quand même. Il y a tout. On rentre directement au centre Sécos le matin. On est installé en chambre. Ça a été très très rapide. Ouais. Vraiment, l'arrivée. 10 minutes, quoi. Enfin, le temps de la ponction, quoi. La ponction elle-même. Et même l'arrivage, le fait d'être dans la chambre, installé, tout ça, le matin. Il faut savoir aussi qu'il faut être accompagné à ce moment. Donc, si on vient de loin, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour ça, parce qu'on ne sait pas réellement comment on peut réagir aussi, donc il vaut mieux être accompagné, et c'est une demande qui font là-bas. Et de là, on descend à la salle d'opération, tout ça se passe bien. On est présenté, mais vraiment ils ont été adorables. C'est quelque chose. Et j'ai jamais eu autant. J'étais pas du tout dans cette recherche-là, mais j'ai jamais eu autant de merci en peu de temps, comme ça que... Parce que c'est beau ce que tu as fait, et je pense que, tu vois, on est professionnels de santé les deux. Je pense que c'est kiffant aussi de voir des patientes qui sont pas malades. Tu vois aussi, moi des fois je me dis ça va être complètement une autre démarche, quoi, de se dire bon c'est bon, en fait elle est pas malade, et puis là en plus elle vient, comme tu as dit, c'est de l'investissement, du temps que tu fais pour quelqu'un d'autre, enfin c'est pas rien, quoi. Non, mais c'est quelque chose de bon, comme tu dis, c'est vraiment du positif, en fait. Et rentrer dans une salle d'opération, enfin moi j'avais le grand sourire. C'est ça, je pense que tout le monde ne rentre pas dans une salle d'opération avec le grand smile. J'ai triple fracture, cool, enchantée. Non, là c'est pour ça, je pense que pour eux aussi, il y a tout cet aspect-là qui rentre en compte aussi, quoi. Oui, il y a une forme de légèreté, de positivité, d'amour, enfin voilà, c'est génial, quoi. Et donc de là, moi j'avais redemandé, parce que j'avais déjà demandé à l'anesthésiste que je ne voulais pas d'anesthésie générale, je voulais simplement que la locale, et j'ai redit aux brancardiers et à tous les professionnels là-bas que je ne voulais pas, donc tout a été vraiment respecté. Ils ont totalement compris. Il y avait 2 anesthésistes, mais finalement qui n'ont pas fait grand chose. Ils étaient là. Ils étaient là, mais et voilà, ça s'est super bien passé. J'ai réussi à gérer par la méditation. Donc ça a été une expérience que je voulais tester. C'était une première. J'imagine. Mais génial. Parce que finalement, il suffit d'être dans cette bulle et 10 minutes, ça passe.
Ça va. Ça serait 1 heure, je pense que c'est déjà un peu plus compliqué, quoi. Oui, ça peut paraître, mais 10 minutes, ça passe. Et du coup, sur l'aspect un peu plus technique, du coup, l'injection, ils te la font, ils passent par voie vaginale Oui. ou au niveau du ventre? Non, ouais, t'as pas de cicatrice en fait. Aucune cicatrice. Ils passent par voie vaginale et en fait, ils font une injection pour l'anesthésie locale au niveau de la muqueuse. Et ensuite, ils viennent avec une seringue et une petite... Enfin, seringue, je m'entends. Il y a quand même l'endoscope, tout ça. Pas un tout petit truc non plus. Non, mais en fait, c'est comme les échographies endovaginales. Ouais. Il y a l'échographe. Voilà. Truc assez gros. Enfin, gros. Oui. Quand la première fois on le voit et qu'on doit faire une écho endovaginale, en général, on est tout un peu surprise quand même du truc. C'est un petit truc. Ça ressemble à une bonne sonde. C'est ça. Une bonne sonde. Ouais, une bonne sonde. Mais ça fait pas mal. Non, c'est aucune douleur et en fait, on a les pieds en étrier. Ouais. Et donc, il y a toute cette préparation, le lavage qui dure vraiment bien, pas mal de temps par rapport à la ponction en elle-même. Et donc, ils font passer cette échographie parce que c'est vérifié sous écho. Ouais, pour voir ce qui fonctionne. Donc, de là, il y a une petite aiguille sur l'échographe. Enfin, il y a une aiguille et un échographe. Voilà, mais il y a les deux. Sur chose. Et ils prélèvent comme ça. Ok. En fait, à droite, à gauche. Et voilà. C'est vraiment... Ils surveillent, ils vérifient avec les images si tout est bon. Et après, tu sais combien ils ont ponctionné ou pas? Non, tu sais pas. La question. Ouais. La question qui... Non, tu sais pas. C'est la gynéco, quand elle est passée en chambre par la suite, elle m'a dit que... C'est une question que j'ai posée. Elle m'a dit que non, malheureusement, qu'on pouvait pas savoir. Mais d'un côté, je me dis, c'est pas plus mal. Oui, parce que... c'est pas un challenge non plus, quoi. Voilà, et si... Tu sais, c'est que... Si tu as envie de savoir, c'est est-ce que par derrière, il y a des questions à se poser. Est-ce que... pourquoi tu veux réellement savoir, finalement? Vu que c'est un don que tu fais, anonymement. Et... Moi, c'était des questions auxquelles je me suis posée. Ouais, mais tu vois aussi, dans un autre sens, moi, je trouve que... Je pense qu'il y aurait plus de personnes qui donneraient, par exemple, leur sang, en sachant, par exemple, avec une poche de sang, combien de vies on peut sauver, tu vois, par exemple. Ouais, je comprends. Pour certains, ça serait encore plus parlant, je pense. Après, là, en sachant très bien que de toute façon, c'est pas parce qu'ils te prennent, je sais pas moi, 5, 13 follicules, enfin, peu importe, que tu vas forcément avoir 13 enfants derrière. On sait très bien qu'après, derrière, ça peut ne pas fonctionner, etc. Mais je me dis, des fois, ça peut être plus palpable pour certaines. Bon, je pense que nous, en tant que professionnels de santé, on a une petite idée de combien ils peuvent réussir à en avoir. Mais je pense que pour les madames tout le monde, ça peut... Alors, petit conseil, du coup, pour celles qui veulent savoir. En général, à la dernière échographie, on voit les ovocytes. On peut très bien demander au radiologue combien il en voit, de gros, de moyens, de petits, parce que tout est calculé. Et en fonction, on sait à peu près combien il y a d'ovocytes qui sont prélevés. Tu te doutes un peu. Voilà. Donc, pour avoir une petite tranche, il y a quand même cette possibilité. C'est vrai. Et au final, du coup, c'est peut-être plus sain à ce moment-là de demander à l'échographe que le jour J de savoir exactement combien est-ce qu'il en a ponctionné, quoi. Oui. Et après, du coup, tu restes dormir là-bas à l'hôpital, tu rentres. Pas du tout. C'est local, ouais, tu pars. Voilà, tu pars, et même si c'est anesthésie générale, en fait, il suffit d'être accompagné. Okay. Donc tu restes juste quelques heures, le temps d'attendre, enfin quelques heures. J'avoue que c'était un petit peu long parce que moi c'était juste donner et c'est bon, allez. C'est bon, je peux partir maintenant, j'ai fait mon truc. En plus, sans anesthésie générale, j'étais au top. Ouais. Donc, et puis l'excitation d'avoir fait ça, enfin vraiment, j'étais accompagnée par ma meilleure amie, donc quelque chose aussi que vous avez partagé à deux. Ah ouais. Donc c'était très émouvant aussi, le après. Donc. Après, voilà, il y a cette partie qui peut paraître un petit peu longue. Oui. Du coup, la gynéco qui passe en chambre et qui ausculte rapidement et voilà, qui dit c'est bon, vous pouvez partir. Et après, c'est très rapide. Et après, une fois que t'es partie, t'as quoi? T'as d'autres examens à passer ou c'est bon en fait? À partir de là, c'est bon? Il n'y a pas d'autres examens à passer. Il y a des injections à continuer, on va dire, si l'on veut.
Enfin, moi, personnellement, j'ai pas continué. Je pense que mon corps avait assez donné. J'ai continué à prendre des infusions de framboisier, tout ça, parce qu'il peut y avoir par la suite des petites contractions utérines qui se font, ce qui est, voilà. Oui, ce qui est normal, parce que la zone a travaillé un tout petit peu. Et... Voilà, donc ça peut arriver. C'est surprenant, mais c'est totalement gérable aussi. Le lendemain, on se sent bien. Il peut y avoir des petits saignements aussi. En soi, voilà, il y a un traitement à prendre pour, en fait, et les injections, le traitement qu'il y a à prendre, c'est pour, on va dire, remettre son cycle à zéro et repartir. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et j'ai retrouvé le mois d'après, j'ai retrouvé mon cycle normal. Après, logiquement, régulier. Je pense que le corps, il doit assez facilement retrouver la cycle normale, mais après, je dis ça sans avoir plus de retour, mais au final, même, t'as même pas réellement eu une vraie ovulation, un follicule serait sorti. Enfin, donc au final, je pense que très vite, ton corps, il dit, bon, allez, on fait des règles et on repart et bim, éliminé. Il se relance. Ouais, complètement. Qu'est-ce que t'es contente quand même quand t'as tes règles qui arrivent, enfin vraiment. Mais c'est notre phase d'élimination. Ah oui, c'est vraiment super. Et donc du coup, oui, c'est ça, c'est que t'as quand même ce qui est important, je pense, à retrouver et à savoir, c'est ça, cette régularité. Retrouver son cycle, le flux, qui est très très important. S'il y a des douleurs, un syndrome prémenstruel, des choses comme ça, à évaluer et à observer. De toute façon, notre corps, il parle tout le temps. Et je trouve que oui, c'est très très important ça, par la suite. Et même que ça soit le mois après la ponction ou les autres après. Mais cool. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter ou une question que j'aurais pas posée? À la fois, je me dis, je crois qu'on a suivi tout le fil. Parce qu'après, il y a rien à part, tu as repris ta vie de tous les jours et tu t'es rééquilibrée. Ouais, je continue toujours à me rééquilibrer. Oui, je pense qu'il nous faut toute une vie de toute façon. Oui, et puis les saisons changent, donc forcément, voilà, il faut s'adapter aux saisons, éviter de se déséquilibrer, mais... je crois que vraiment on a fait de tout. Ouais. Et puis à la fois, de toute façon, le but de cet épisode, c'est pas non plus de dire aux femmes, allez-y, faites des dons d'ovocytes, c'était juste de pouvoir donner ces informations-là et de se dire, ok, réellement comment ça se passe. Et puis pour celles qui, oui, le souhaiteront, elles se renseigneront un peu plus et puis peut-être qu'elles feront la démarche ou pas, mais juste de dire, comment ça se passe, quoi. Moi, c'était surtout ça. Oui, et puis... comment ça se passe et donner cette information finalement qui est peu connue, que ça existe. Parce qu'on connaît le don de sperme, voilà. En même temps, c'est un peu plus facile quand même, le don de sperme. Oui. Ils ovulent pas, c'est bon, il y en a plein d'un coup. Ouais. Voilà. Mais ils sont quand même en recherche aussi. Mais on parle de don d'ovocytes là, mais il y a quand même toujours ce besoin de don de sperme. Moi, j'en ai parlé dans mon entourage, je sais que j'ai pas beaucoup d'hommes autour de moi qui seraient capables de donner leur sperme, quoi. Parce qu'il y a justement cet aspect mais du coup je vais avoir des enfants. Tu vois, c'est peut-être plus dur, en tout cas moi dans mon entourage, après je fais pas de généralité, de déconstruire ça, le fait que c'est pas parce qu'on donne que de suite ce qui arrivera avec les spermatozoïdes seront forcément nos enfants. Ouais. Ça dépend de chaque personne en fait. Et pour certains oui, alors que pas forcément. Ça dépend de chaque personne, tu l'as bien dit, et je pense que de toute façon c'était le but de ce podcast, c'est informer et toucher. Le choix appartient à chacun. Ouais. Chaque femme fait ce qu'elle a envie, c'est juste informer de comment ça se passe. Et aussi dédramatiser aussi, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, c'est le fait de se dire, justement, pour avoir cette peur de ça va déséquilibrer notre corps, et au contraire, toi tu te dis, t'en profites encore plus pour le rééquilibrer, mais que c'est ok et qu'au final ça s'est plutôt bien passé et que c'était ok. Oui, pour vous dire, le lendemain je faisais du vélo. Donc ça allait. Ça allait. Bon après, voilà, faut pas trop faire ça quand même. Non mais sur moi personnellement ça aurait été le premier truc que je me serais posé, tu vois, en me disant ok, est-ce que cette injection d'hormones j'aurais envie, j'aurais beaucoup appréhendé, et voilà. Et là d'avoir ton témoignage en me disant bon bien sûr chaque femme est différente et du coup voilà, toi ça s'est passé comme ça, si moi demain je viens faire un don d'ovocytes ça va peut-être être très différent, mais c'est quand même rassurant de se dire ah oui en fait si on s'entoure bien il y a plein de choses qui sont possibles et puis encore une fois c'est tellement beau que
que pour celles pour qui ça parle, des fois ça peut faire pencher la balance et se dire bah non, le don pèse plus lourd dans la balance que les possibles désagréments. Et encore une fois, si on est bien suivi, on sait qu'on peut limiter la casse fortement. Ma formatrice d'Ayurveda, elle nous disait justement que en Ayurveda, si c'est ok pour le corps, tout se passe bien. Ah mais c'est sûr. Et finalement, si c'est ok avec nos choix, nos valeurs, ce qu'on a envie de faire, ben, tout est ok, quoi. Donc, oui, c'est ça. Je pense que ça appartient à chacun. Et moi, c'était ce besoin d'apporter de l'amour, donner de l'amour, quoi. Donc... Mais c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui auraient des questions, on peut les dériver directement sur ton compte Instagram. Bien sûr. Puis même s'ils veulent savoir aussi ce que tu fais, si vous êtes du Pays Basque, n'hésitez pas. Donc je te laisse rappeler peut-être ton compte Instagram, ton site internet ou ce que tu veux. C'est le moment auto-pub. J'ai pas de site internet, il faudrait que... Ça fait plusieurs fois, là. Je pense que je vais en créer un. Mais Instagram, ça marche bien aussi, des fois. Ouais, c'est toi qui vois. Mais... Instagram, en général, je suis plutôt sur Instagram. Vous allez me retrouver chez Asitu Maika. Hazitu, ou sinon j'ai une page je reprends une page Facebook. Ouais, de toute façon, j'aurais tout mis dans la barre de description de cet épisode de podcast. Et puis, si cet épisode vous a plu, ou même si vous en avez appris un peu plus, n'hésitez pas à partager autour de vous, ça nous fera trop plaisir. Puis, n'hésitez pas surtout à nous taguer. Moi, des fois, je suis trop frustrée, j'en vois certaines qui partagent, je suis là, mais taguez-moi pour que je vous reposte. Enfin, c'est encore plus cool et c'est toujours... le but, de toute façon, c'est que ça aide au moins une personne et que ça ouvre un peu les esprits et c'est cool. Donc merci beaucoup Maïka d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci et puis, à toi. De toute façon, je te dis à bientôt. Oui, ça c'est sûr. C'est ça. Allez, ciao. Merci. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors n'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu. Avec Maïka, on sera ravis, ça nous fera très chaud au cœur de savoir que cet épisode a pu ne serait-ce que plaire à au moins une personne. Et merci encore à Maïka du fond du cœur pour avoir pris du temps et venir au micro d'Anahata Podcast. Je sais que ce n'est pas chose aisée, mais au final, en général, on oublie très vite le micro, comme si on était en train de discuter entre deux copines. Donc, merci beaucoup. Et puis, à toutes les auditrices et peut-être auditeurs d'Anahata Podcast, sachez que je veux mettre en valeur des sujets qui ne sont pas assez communiqués en fait dans la vie de tous les jours et au niveau des médias, comme par exemple justement ceux d'Ondrovicite. J'aimerais bien qu'aussi Anahata Podcast devienne votre podcast. Donc s'il y a un sujet en particulier ou une histoire de vie que vous voudriez venir partager au micro d'Anahata Podcast, n'hésitez pas à me contacter du coup par mail à anahatapodcast@gmail.com. Je vous mets le lien dans la bio et ce sera avec plaisir que je lirai vos mails et que peut-être je pourrai vous inviter au micro d'Anahata Podcast. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain épisode d'Anahata Podcast.